J'espère que pour aller très vite, on peut attaquer avec le domaine 2. Et après, maintenant, vous donner la possibilité donc de poser vos questions. Et après, terminer avec les deux autres domaines, si le temps nous le permet, bien sûr. Comme vous le savez, le domaine numéro 2 de philosophie en classe de terminale est intitulé La vie sociale. L'objectif de ce domaine est d'apprendre à se connaître soi-même. C'est pourquoi si vous apprenez le domaine 2, impérativement, il y aura des changements de comportement par rapport à votre conduite quotidienne. Donc, le chapitre 1er du domaine 2 est intitulé Nature et culture. La question principale que l'on se pose est celle à savoir si l'homme est un être naturel ou bien serait-il un être culturel. En d'autres termes, naît-on homme ou le devient-on? Maintenant, avant de répondre à cette question, en philosophie, il est toujours pertinent de partir d'une élucidation conceptuelle. Qu'est-ce que d'abord la nature, mais également qu'est-ce que la culture? Le mot nature en philosophie et même dans la réalité a deux acceptions. En d'autres termes, il y a deux significations du mot nature. Il y a ce que l'on appelle la nature physique dans un premier temps. Qu'est-ce que la nature physique? La nature physique, c'est l'environnement, c'est-à-dire que c'est le monde extérieur. La nature physique renvoie au milieu physique que l'homme a trouvé sur place, mais qui n'a pas encore subi l'action transformatrice de l'homme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'homme ne laisse jamais la nature intacte. Dès lors que l'homme exerce une certaine transformation sur la nature cesse d'être naturelle. Donc entendez, par mot nature, il y a la nature physique qui renvoie à l'environnement, au milieu physique, c'est que le monde extérieur qui n'a pas encore subi l'action transformatrice de l'homme. À côté de cette nature physique, il y a ce que l'on appelle la nature humaine, appelée également la nature biologique. Qu'est-ce que la nature humaine? C'est l'ensemble des bagages que l'individu a amenés en naissant. Descartes va être plus simple, car lui va dire que la nature, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Donc, est naturel l'ensemble des dispositions, que ça soit physique, psychologique, physiologique, motrice, que l'individu a amené à la naissance. Ces éléments maintenant, constitutifs de la nature humaine, se transmettent selon un mode appelé hérédité biologique. C'est pourquoi on dit que le naturel est héréditaire. Par naturel ici, entendez la nature biologique. Mais également comprenez que, pour être très simple, est naturel en nous. Tout ce qui existe en nous, qui croit sans notre intervention. Manam lepp lu nek ci ñun te ñun defuñu ko fa te buy mag duñ taggu, c'est naturel. Donc c'est ça qu'on appelle le donné naturel. Maintenant toutefois, ce n'est pas l'homme seulement qui a la nature, mais l'animal également a une nature et on parle de nature animale. Toutefois, ne confondez jamais la nature humaine et la nature animale. Quelle différence? L'animal a une nature achevée. L'animal a une nature finie. Pourquoi? Parce que l'animal, comme le dit Kant dans Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, l'animal est à la naissance tout ce qu'il peut être, car une raison étrangère a pris soin de tout pour lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la nature animale est une nature achevée, c'est une nature finie, c'est ce qui fait que l'animal n'est pas capable de progrès, l'animal n'est pas capable également d'adaptation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'animal est né d'une programmation finie qui est achevée par la nature. Par contre, la nature humaine n'est pas une nature finie. L'homme, il naît prématuré. L'homme, il naît inachevé. Pourquoi? Parce que sa nature n'est pas une nature finie, dans la mesure où l'homme, il naît avec des possibilités.
L'homme, il naît avec des virtualités qui, pour s'actualiser et se réaliser, a besoin, ou bien ont besoin, autant pour moi, du cadre social. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que, contrairement à l'animal, Rousseau nous dit que chez l'homme, il y a la présence d'une faculté que Rousseau lui-même appelle la perfectibilité. Donc, dans la nature, retenez deux choses. Il y a deux natures. La nature physique qu'on a trouvée sur place et qu'on n'a pas encore transformée. La nature biologique que nous avons amenée en naissance. Mais également, comprenez qu'il existe la nature humaine, mais également il existe la nature animale. La nature humaine est une nature inachevée, la nature humaine est une nature prématurée, la nature humaine est une nature à compléter, à achever, mais également à réaliser. Par contre, la nature animale est une nature finie, c'est une nature achevée, parce que l'animal est à la naissance tout ce qu'il peut être, car une raison étrangère a pris soin de tout pour lui. Différente maintenant de la nature, nous avons la culture. Qu'est-ce que la culture? La culture se définit en philo comme l'ensemble des éléments. Par éléments, entendez les savoir-faire, les savoir-vivre, les savoir-être qu'un groupe d'individus appelé société transmet à ses enfants par le biais de l'éducation. C'est ça qu'on appelle la culture. Donc la culture désigne l'ensemble des éléments, des savoir-faire, des savoir-vivre, des savoir-être qu'un groupe d'individus transmet à ses enfants par le biais de l'éducation. Par conséquent, nous comprenons quoi? Nous comprenons tout simplement que la culture relève de l'acquis. Pourquoi? Parce que la culture est l'œuvre de l'homme. Et puisque la culture est l'œuvre de l'homme, la culture se transmet selon un mode appelé héritage social. De là, la différence est claire entre le naturel et le culturel chez l'homme, parce que la culture est acquise, la nature, elle est innée. La culture est le processus de l'éducation, la nature, elle est spontanée, c'est-à-dire elle est immédiate. La culture est le produit de l'héritage social, alors que la nature est le produit de l'hérédité biologique. La culture, elle est relative et universelle, alors que la nature est universelle seulement. La culture est l'œuvre de l'homme, alors que la nature est l'œuvre de Dieu. Voilà la différence. La question maintenant est celle à savoir, est-ce que l'homme se définit-il par la nature ou par la culture? En d'autres termes, naît-on homme ou le devient-on? Si on est homme, ça veut dire que la nature suffit pour faire de nous des hommes. Si on ne naît pas homme, ça veut dire que l'homme ne se réalise que par la culture. Par rapport à ça, il y a deux thèses qui s'opposent en philo. La première thèse conçoit l'idée selon laquelle la culture à elle seule permet à l'homme de se réaliser en tant qu'humain. Cette première conception présente la nature comme la partie non humaine, la partie animale chez l'homme qu'il faut enlever, qu'il faut rejeter, qu'il faut combattre pour que l'homme puisse se réaliser en tant qu'humain. Et par conséquent, nous comprenons quoi? Nous comprenons que la culture dénature l'homme. Rousseau confirme cette thèse lorsqu'il dit que si on retire à l'homme tout ce qui lui vient de la société, il en reste un être réduit à la sensation, borné et plus ou moins indissect de l'animal. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que tout homme privé de culture n'est pas véritablement homme. L'exemple des enfants sauvages nous prouve que l'homme ne peut se réaliser que par l'entremise de la culture. Parce que si vous prenez un bébé humain, vous l'amenez dans le milieu animal, il ne va pas parvenir à s'humaniser. Le bébé humain va laper la nourriture, c'est-à-dire que manger avec la langue, se déplacer avec quatre pattes, ne va pas avoir de langage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que point de culture, point d'homme. Et une année, au concours général, on avait donné ce sujet. On avait dit aux élèves, l'homme ne devient homme que par une lutte incessante contre la part non humaine en lui. Nit d'unité, ludul, chambarlo, bu amul ap, bu mi chambarlo, djemeleko, ci l'unité wul ci mom. C'est-à-dire que pour que l'homme se réalise en tant qu'humain, il faut que l'homme combat cette partie animale en lui. Et cette partie animale est incarnée par la nature. C'est pourquoi on dit que l'homme se définit par certains comme étant un être naturel. Un être culturel autant pour moi. Georges Bataille ne dit pas autre chose. Lorsqu'il dit dans érotisme, je pose en principe un fait peu contestable. L'homme est l'animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel. Il le nie. Il en tire des objets fabriqués qui composent le monde nouveau. L'homme parallèlement se nie lui-même. Il s'éduque. Il refuse de donner à la satisfaction du besoin naturel ce cours libre auquel l'animal n'apporterait aucune réserve.
Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme se réalise par la culture. Mais attention, si l'homme se réalise par la culture, si c'est la culture qui nous humanise, donc par conséquent, si vous prenez un bébé singe, vous l'amenez dans le milieu humain, vous l'inculquez à la culture humaine, le bébé singe va s'humaniser? La réponse est non. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la culture, même si certains la posent comme étant ce qui réalise l'humanité de l'homme, la culture, elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que la culture, elle a impérativement besoin de la nature, parce que la nature est perçue ici comme des dispositions, des possibilités avec lesquelles l'homme vient au monde. Autrement dit, avant de venir au monde, nous avons la possibilité de marcher. Avant de venir au monde, nous avons la possibilité de parler. Donc la culture ne nuit pas à la nature, mais la culture complète achève la nature, ce qui fait que l'homme n'est pas que nature, l'homme n'est pas que culture, mais l'homme est nature et culture. En même temps qu'il est naturel, il est culturel. L'homme, il est culturellement naturel, mais également il est naturellement culturel. C'est un être bioculturel. Ce qui fait dire, ce qui va nous faire dire quoi? Ce qui va nous faire dire que, ou bien à Edgar Morin, que l'homme est une inidéalité symbiotique. C'est un être bioculturel. Il est culturel, il est naturel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme est un mélange de nature et de culture. La culture maintenant, elle a des manifestations. Mais avant d'en venir à ces manifestations, il faut comprendre que, au-delà de cette problématique, le domaine 2 porte sur la société. Le domaine 2 porte sur la société. Vous êtes d'accord? Où est la société? Où est la société? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. La société n'existe pas. C'est comme l'homme. C'est comme la femme. Où est la femme? Hein? Vous êtes des femmes. Où est la femme? La femme, elle n'existe pas. Elle est métaphysique. Vous n'allez jamais voir la femme. Vous allez voir une femme, deux femmes, trois femmes, des femmes. Ces femmes, mais jamais la femme. Où est la femme? La femme en tant qu'unité est métaphysique. C'est métaphysique. Celle-là, c'est pas la femme, c'est une femme. C'est pas la femme, c'est une femme. Hein? La société également, elle n'existe pas. Qu'est-ce qui existe alors? Des sociétés. Il y a plusieurs sociétés. Et les sociétés ont chacune sa propre culture. Mais la culture perçue ici au sens socio-logique, c'est-à-dire comme l'ensemble des valeurs, des coutumes, des traditions propres à un groupe social. Donc chaque société a sa propre culture. Ce qui veut dire quoi? Il y a autant de sociétés que de cultures. Les cultures, en tant qu'éléments constitutifs des sociétés humaines, ne se ressemblent pas. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas au monde deux sociétés qui ont la même culture, parce que la culture, elle est relative. Donc les cultures ne se ressemblent pas. Cette différence culturelle donne sa pertinence à l'idée de relativisme culturel. Dans relativisme, nous avons ce qui est relatif. Or, ce qui est relatif, c'est ce qui varie, c'est ce qu'on appelle la variété ou bien la diversité culturelle. Donc, on va parler de relativisme culturel. Maintenant, les cultures, puisqu'elles ne se ressemblent pas et que parfois elles peuvent être en contact, les contacts culturels peuvent parfois être source de conflits. Quand est-ce? Quand lors des contacts, il y a une culture qui se réclame comme étant supérieure aux autres cultures. Et ce phénomène, on l'appelle l'ethnocentrisme. Le concept d'ethnocentrisme est forgé par le sociologue américain William Bill Graham Seymour. Qu'est-ce qu'il entend par ethnocentrisme? Il dit, l'ethnocentrisme est une vue des choses, c'est une façon de voir, selon laquelle sa culture réfanoise est au-dessus de toutes les autres cultures. Et toutes les autres cultures sont pesées, mesurées par référence à sa culture réfanoise. Celui qui incarne la culture réfanoise se déclare comme étant supérieur aux autres cultures, exalte sa vanité, clame sa supériorité, exalte sa divinité et regarde les autres comme étant des barbares ou bien des sauvages. C'est ça qu'on appelle l'ethnocentrisme. Donc l'ethnocentrisme en réalité, c'est le fait de considérer sa culture comme étant au-dessus de toutes les autres cultures et de considérer que tout ce qui n'est pas ta culture relève de la barbarie ou de la sauvagerie.
L'Europe l'a incarné à travers l'européocentrisme, parce que l'Europe, à un moment donné de l'histoire, l'Europe a considéré la culture occidentale comme étant au-dessus de toutes les autres cultures. Et l'Europe est allée vers la conquête des autres pays dans le but, selon eux, de les civiliser, de les humaniser, de les socialiser. C'est pourquoi Samuel Poulin Huntington, dans son ouvrage intitulé Clash of Civilization, Remaking in Order of the World, choc des civilisations, reconstruire l'ordre mondial, il dit que l'impérialisme est la conséquence logique de la prétention à l'universalisme. Autrement dit, quand on considère sa culture comme étant meilleure, on a tendance à imposer sa culture au reste du monde. C'est ça qu'on appelle l'universalisme. La prétention à l'universalisme, c'est quoi? C'est la volonté de vouloir absorber, phagocyter les autres cultures pour se poser comme la culture universelle mondiale. Les États-Unis l'ont fait à travers l'impérialisme américain, notamment avec ce que l'on appelle la doctrine de la destinée manifeste, selon laquelle les États-Unis sont un peuple élu, choisi par Dieu, et que les Américains doivent imposer leur modèle de civilisation au reste du monde. Également, l'ethnocentrisme peut nous verser dans le différentialisme. Qu'est-ce que le différentialisme? C'est le fait de considérer sa culture comme étant meilleure et de ressentir de la haine, du mépris à l'endroit de l'autre. C'est le racisme, c'est la xénophobie, c'est le rejet de l'autre. Et ça génère des conflits. Les conflits aujourd'hui qui existent dans le monde, ce sont des conflits culturels. Parce que, comme le disait Karl Marx, l'histoire de toute l'humanité jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Après les guerres armées, aujourd'hui nous sommes dans un monde marqué par des chocs culturels. Il y a des conflits culturels. Vous allez me dire, mais quelle est l'importance de ces conflits culturels? La culture, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que la culture, elle est porteuse de progrès. Tout pays qui te domine culturellement, te domine économiquement. Vous croyez pourquoi l'Angleterre, pourquoi par exemple la France nous impose leur langue? Parce que qui apprend ta langue, apprend ta culture. Et qui apprend ta culture subit le poids de ta civilisation. Kulaga, awlakam, ganala, mbatitam ak mboram. Mbatit moy culture, mbor moy histoire. Te kulaga, mbatitam ak mboram, ganala également komam. Lol mom moy lan lak. Du rek jumtukaay buy jàllale xibaar mais làkk dafa làkk ñaar ñi mbatit ak mboor. C'est pourquoi eux, ils veulent imposer leur modèle de civilisation. Et ça devient évident qu'en réalité, c'est ce qui jalonne aujourd'hui, par exemple, ce qui est à l'origine aujourd'hui des conflits qui gangrènent le monde. Raison pour laquelle j'ai dit une année dans une conférence que Vaidei, vous vous rappelez de Vaidei, a augmenté le taux de chômage au Sénégal. Les gens me disent, mais comment Vaidei? Quel est le rapport entre Vaidei et taux de chômage? On a diffusé Vaidei sur la 2STV. Vaidei a visité le Sénégal. Korité Tabaski, tous les Sénégalais sont habillés en mode Vaidei. Le tissu Vaidei nous vient de l'Inde. On a laissé nos usines de textiles, les Sotiba et autres. Et les usines de textiles de l'Inde ont concurrencé nos usines. Et nos usines sont parties en faillite. Et nos parents sont partis au chômage. Parce que ce sont des conséquences logiques en réalité. Et à la fin, qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous devez comprendre que la diversité culturelle est négative. Est négative autant pour moi quand elle génère des conflits. Notamment quand elle génère des conflits portés par ce que l'on appelle l'ethnocentrisme. Mais également, comprenez un deuxième élément intéressant, c'est que la diversité culturelle également peut être source de progrès. Pourquoi? Si par exemple, nous apprenons la tolérance, si par exemple nous apprenons le respect vis-à-vis de l'autre, et que nous comprenons, comme le dit Saint-Augustin, quand il est différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis, on doit aller à la rencontre de l'autre pour concrétiser quoi? Le vœu Senghorien, du rendez-vous, du donner et du recevoir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on doit prôner non pas la culture universelle parce qu'elle est impossible, mais la culture de l'universel. Quelle différence y a-t-il entre culture universelle et culture de l'universel? Culture universelle, c'est une seule culture, peut-être occidentale, qui se considère comme supérieure et qui s'impose au reste du monde. La culture de l'universel, c'est la cohabitation à l'échelle mondiale des différentes cultures, préservant chacune son originalité. Donc nous devons aller donc dans ce sens. Essayer donc d'aller à la rencontre de l'autre pour donner à l'autre ce que nous avons de plus valeureux.
mais également prendre chez l'autre ce que l'autre a de plus valeureux pour créer ce que l'on appelle une culture hybride, laquelle culture hybride n'est pas un obstacle à l'unité du genre humain. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, face à la mondialisation, la diversité culturelle peut être un obstacle à l'unité du genre humain. La diversité culturelle est un obstacle à l'unité du genre humain quand la diversité culturelle est source de conflit. Quand est-ce que la diversité culturelle est source de conflit? Lorsque la diversité culturelle nous mène vers la hiérarchisation des cultures, à telle enseigne que nous plongeons dans l'ethnocentrisme. Mais par contre, quand par exemple, nous acceptons l'autre dans sa différence, là, la diversité culturelle n'est pas un obstacle à l'unité du genre humain, mais la diversité culturelle est source d'harmonie, de paix, d'échange, de dialogue entre les cultures, parce que nous vivons dans un monde homogène, un monde uniformisé que vous appelez le monde de la mondialisation. Ok, d'accord. Donc, j'ai terminé nature et culture. On va parler un peu des manifestations, mais je laisse à Abdou le soin de faire le travail. Merci beaucoup, Omar, pour la pertinence de votre discours. Donc, je vais ralentir un peu. Je vais essayer de ralentir. Mais je ne me juge pas d'essayer de ralentir. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire une synthèse. D'accord. Maintenant, je vais essayer de ralentir. D'accord. Maintenant, ce que Omar vient de terminer, nature et culture, ça n'a pas de sens sans les éléments culturels. Nature et culture a ce que l'on appelle des éléments culturels. Et parmi les éléments culturels de nature et de culture, il y a le langage, mais également il y a ce que l'on appelle le travail. Maintenant, parlons d'abord du langage. Vous savez que le langage occupe une partie importante dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'univers philosophique, il y a le philosophe Alain, de son vrai nom Émile Chartier, qui disait que qui n'a pas encore réfléchi sur le langage n'a pas encore proprement commencé à philosopher. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le langage est tellement important. Cela veut dire que le langage n'est pas un élément culturel comme les autres éléments culturels, mais le langage est un élément culturel qui va véhiculer les autres éléments culturels. Pourquoi? Parce que le langage, c'est le véhicule et le support des autres éléments culturels. Également, pour parler de l'importance du langage également, donc nous pouvons l'illustrer à travers ce que l'on appelle les religions révélées, plus précisément dans le Coran et la Bible. Dans le Coran d'abord, à la sourate Yasin à la fin, Dieu nous dit là-bas, Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu, quand il veut quelque chose, son commandement consiste à conjuguer le verbe être à l'impératif et la chose se réalise. Également dans la Bible, au chapitre Genèse, Dieu nous dit là-bas, au commencement était le verbe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a créé le monde à partir de la puissance du verbe. Et dans la vie de tous les jours, l'importance du langage n'est plus à déterminer. Que serait-il cette synthèse sans le langage? Que serait-il la religion, la science, la culture sans le langage? Donc le langage est tellement important dans la vie de l'homme. Maintenant, si le langage semble si important, donc il serait pertinent de se demander ce qu'est le langage. Et pour répondre à cette question, nous allons convoquer Ferdinand Saussure qui va dire que le langage est toute faculté de signes servant à communiquer. Le langage est toute faculté de signes servant à communiquer. Voilà la définition de Ferdinand Saussure. Mais attention, si nous questionnons cette définition de Ferdinand Saussure, nous risquons en même temps de reconnaître ou bien d'avaliser ce que l'on appelle le langage. Si nous questionnons cette définition de Ferdinand Saussure, nous risquons en même temps de reconnaître et d'admettre ce que l'on appelle le langage animal. Alors que les animaux, ils n'ont pas ce que l'on appelle le langage. Pourquoi? Parce que c'est l'erreur qu'a fait le zoologiste allemand du nom de Karl von Frisch. Karl von Frisch, après avoir mené des expériences auprès des abeilles, Karl von Frisch dit que les abeilles possèdent un langage tout efficace que celui des humains. Pourquoi? Parce que les abeilles, à travers ce que l'on appelle leur communication, ils sont capables de communiquer deux choses. Deux, là où se trouve la nourriture, mais également là où se trouve le danger. Mais également, ce comportement des abeilles ne serait guère considéré comme étant du langage pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que les abeilles
obéit à une programmation prédéfinie par la nature. Les abeilles obéissent à une programmation prédéfinie par la nature. Également, pourquoi on ne peut pas parler de langage animal également? Pour qu'on parle de langage, il faut qu'il y ait le signifiant et le signifié. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le concept et l'image acoustique. Comment? Comme par exemple, quand je vous dis téléphone. Téléphone, c'est le concept, mais l'image acoustique, donc, ça renvoie à l'idée de téléphone. Donc, les animaux, ils ne sont pas capables de conceptualiser. Or, pour qu'on parle de langage animal, il faut qu'il y ait le signifiant, mais également le signifié, pour ne pas dire le concept et l'image acoustique. Également, la troisième raison qui fait que le langage animal n'existe pas, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que l'on appelle le langage chez les abeilles ne peut pas contourner certains obstacles naturels tels que la nuit, tels que la distance, tels que également l'opacité. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Ça ne sert à rien de parler dans l'air, ou bien on attend l'électricité. Non, vas-y, continue. Voilà. Je vois qu'ils sont en train de bavarder. Ouais. Donc également, voilà trois raisons qui font qu'on ne peut pas parler de langage animal. Donc le langage est le propre de l'homme. Parce que l'animal ne parle pas, mais l'animal fait ce que l'on appelle l'animal communique. Également pour nous, il serait une très grande erreur de disserter sur le langage sans pour autant parler des relations qui existent entre langage et pensée. Et par rapport à cette question, donc, il y a deux thèses qui ont été défendues. Pourquoi? D'abord, la première thèse, c'est la thèse des inéistes. Et c'est les inéistes, donc, le langage est une trahison de la pensée. C'est les inéistes dont le chef de file est Platon. Pourquoi? Parce que Platon nous a dit que, avant de vivre dans le monde, nous avons déjà vécu un autre monde. Pourquoi? Parce que l'homme a vécu d'être âme avant de vivre d'être corps. Et lors de cette vie post-mondaine, donc l'homme a traversé ce que l'on appelle le fleuve de l'oubli. Et en traversant le fleuve de l'oubli, donc l'homme va oublier ce qu'il avait contemplé dans le monde intelligible. Et que pour que l'homme se rappelle des idées qu'il avait contemplées dans le monde intelligible, il faut que l'homme pratique ce que Platon appelle la réminiscence. La réminiscence, c'est le rappel des idées que l'on avait contemplées dans le monde intelligible lorsqu'on a traversé ce que l'on appelle le fleuve de l'oubli. Donc, dans ce cas, nous dit Platon dit que le langage va échouer dans sa mission d'accompagner la pensée. Donc dans ce cas, vous allez voir, chez les inéistes, le langage est une trahison de la pensée. Et dans ce cas, c'est ce qu'on ne peut pas tout dire, c'est ce que Bergson appelle l'ineffable. L'ineffable, c'est ce qu'on ne peut pas tout dire. Pourquoi? Parce que c'est Henrik Bergson. Bergson dit que vous aurez répété 1000 fois je t'aime. Bergson dit que vous avez le sentiment, mais vous n'avez pas tout dire. Pourquoi? Parce qu'en disant je t'aime, Bergson dit très clairement, vous avez fondamentalement l'intime conviction que ces trois pauvres petits mots-là sont insignifiants par rapport à la profondeur de vos sentiments. Vous enverrez 3000 je t'aime jusqu'à 3 heures du matin, parce qu'encore une fois, les mots ne sauraient traduire fidèlement ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les sentiments sont dynamiques, les sentiments sont profonds, alors que les mots, ils figent, ils sont frappés de pauvreté, ils sont frappés de sécheresse et sont incapables à traduire ou à exprimer ce sentiment que l'on appelle amour, ou bien son autre versant que l'on appelle la haine. Donc dans ce cas, les inéistes, le langage est une trahison de la pensée. Également, au-delà du langage également, il y a ce que l'on appelle un autre élément culturel que l'on appelle le travail. Et vous tous vous savez que lorsque la philosophie se donne comme tâche de penser à l'homme, pourquoi? Parce que la philosophie, son objet d'étude d'abord, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, puisque la philosophie son objet d'étude sur l'homme, donc l'homme va réfléchir sur l'homme d'abord. C'est le fameux que Socrate nous a donné disant que connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc dans ce cas, vous allez voir que Aristote va dire tout à l'heure, tantôt Omar vous l'a dit en parlant de la réflexion philosophique, en parlant de la vie sociale autant pour moi. Donc Aristote vous a dit que l'homme est un zoon politikon. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas vivre hors société. Omar vous a dit tout à l'heure que l'homme ne peut vivre que par et dans la société. Maintenant, puisque l'homme est jugé nécessaire de vivre dans la société, donc Aristote va nous dire que l'individu qui vit hors société, non pas par le hasard, mais par circonstance, est soit un dieu, soit une bête, mais qui est injurié par Homère en ces termes, sans lignage, sans loi, sans foyer. Donc nous l'avons dit, l'homme ne peut pas vivre hors société. Bergson également va lui emboîter le pas, disant que, comme la fourmi qui est fait pour la fourmière, l'homme également est fait pour la société. Donc Père Djigui, dans Sous l'orage, lors de la mort de Chaka, Père Djigui va dire à Benfa, l'homme n'est rien sans l'homme, il vient dans ses bras et s'en va dans ses bras. Nous l'avons dit, l'homme ne peut pas vivre hors société. Et puisque l'homme est jugé nécessaire de vivre en société, donc l'homme a besoin d'échange, l'homme a besoin de partage, l'homme a besoin de commercer avec ses semblables pour transformer sa nature et sa nature. Et cette activité intellectuelle de l'homme, c'est ce que l'on appelle le travail.
Maintenant, la question que nous sommes en droit de nous poser, c'est qu'est-ce que le travail? Puisque le travail semble si important, donc on va demander la question qu'est-ce que le travail? Donc de son étymologie, le travail vient du latin tripalium. Et tripalium, comme votre professeur vous l'avez déjà dit en classe, tripalium, tripalium, c'est un instrument que l'on utilisait pour torturer, qui avait deux utilités. Tripalium était un instrument qui avait deux utilités. D'une part, tripalium avait pour utilité de torturer les bêtes féroces. Autrement dit, quand les bêtes sont féroces et qu'on veut torturer les bêtes, donc on utilisait tripalium. Tripalium également avait pour utilité pour maintenir les prisonniers au sol. Pour maintenir les prisonniers au sol. Donc dans ce cas, vous allez voir que de son étymologie, je suis en train de vous parler de torture, de souffrance et de peine. Donc dans ce cas, vous allez dire que le travail a ce que l'on appelle une perception négative. Quand vous vous interrogez sur le travail, dites-vous que le travail a deux perceptions. Il y a ce que l'on appelle la perception négative que l'on trouve dans l'étymologie, l'étymologie du mot travail, que l'on trouve également dans la perception religieuse. Pourquoi? Parce que dans la religion, on nous a donné l'exemple de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va inclure Adam et Ève dans le jardin d'Éden et leur a donné ce que l'on appelle une recommandation. Laquelle recommandation qui a été donnée, c'est de ne pas toucher l'arbre du milieu du jardin. Mais malheureusement, Adam et Ève ont transgressé en touchant l'arbre du milieu du jardin. Pourquoi? Parce que Satan, après plusieurs tentatives vers Adam, sans succès, donc Satan va se tourner vers Ève, et Ève a mangé l'arbre et a fait manger à Adam. Donc, il y a des problèmes. Ouais. Donc, dans ce cas, puisqu'ils ont transgressé, celui qui a transgressé, celui qui n'a pas respecté leurs normes, mérite d'être sanctionné. Maintenant, Dieu les a sanctionnés l'un de l'autre en disant à Adam, tu gagneras ton pain sur la sueur de ton front. C'est pourquoi seule la mort qui peut débarrasser les hommes du travail. Seule la mort qui peut débarrasser. C'est pourquoi, seule la mort qui peut débarrasser. Dieu a sanctionné à Adam en disant à Adam, tu gagneras ton pain sur la sueur de ton front. Seulement en travaillant que tu peux nourrir et survivre également. Également, à Ève également, Dieu a sanctionné à Ève disant que tu enfanteras dans la douleur. C'est pourquoi même dans l'ancienne langue française, quand vous allez à l'hôpital, vous allez voir salle de travail ou bien salle de douleur. Ouais. Donc dans ce cas, puisque je suis en train de parler de peine, je suis en train de parler de punition, donc dites-vous encore que le travail a ce que l'on appelle une perception négative. Également, dans la dimension philosophique également, vous allez comprendre que le travail est perçu comme étant une aliénation selon la perspective de Karl Marx. Selon la perspective de Karl Marx, donc le travail est une aliénation. Pourquoi? Parce que le travail, ça permet à l'homme de perdre carrément son pouvoir. Pourquoi? Parce que l'homme, en travaillant, l'homme ne s'appartient plus. L'homme va perdre ce que l'on appelle son pouvoir. C'est pourquoi Karl Marx aura raison de dire que l'homme ne travaille pas bon gré, mais il travaille malgré. L'homme ne travaille pas bon gré, mais il travaille malgré. Donc dans ce cas, vous allez comprendre que le travail a ce que l'on appelle une perception négative dans la dimension étymologique. Vous allez voir que le travail également a une perception négative dans la dimension religieuse. Également, vous allez voir que le travail a une perception négative dans ce que l'on appelle la dimension philosophique. Et la question également que nous sommes en droit de nous poser est que l'activité animale, pourquoi ça ne peut pas être considéré comme étant du travail et pourquoi de tous les animaux, c'est l'homme qui est capable de mener une activité idéale que l'on appelle le travail. Vous tous, vous savez que parmi de tous les animaux, c'est l'homme qui est appelé à travailler. L'animal ne travaille pas. L'animal mène ce que l'on appelle des activités. L'animal, on le dresse pour qu'il travaille. Donc, ce que l'animal fait, ce n'est pas du travail. L'animal ne travaille pas. Pourquoi? Parce que de tous les animaux, c'est l'homme qui est appelé à juger nécessaire de travailler. Et l'homme, en travaillant, donc, l'homme va satisfaire ce que l'on appelle ses besoins vitaux ou bien ses besoins biologiques. Pourquoi? Parce que l'homme également, puisqu'il est jugé nécessaire de travailler et que l'animal, on ne parle pas de travail animal, Platon, pour l'exposer, pour dire que l'homme est jugé nécessaire à travailler, pour parler de la nécessité du travail chez l'homme, Platon va l'exposer dans ce que l'on appelle son ouvrage que l'on appelle le Protagoras, à travers ce que l'on appelle le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée, ça va se passer comme ça, comme Prométhée, les dieux, après avoir créé ce que l'on appelle les races mortelles, autrement dit les races qui meurent, les dieux avaient mis des moyens de conservation à la disposition de ce que l'on appelle des races mortelles. Maintenant, les dieux ont chargé à Prométhée de procéder au partage. Maintenant, Prométhée n'a pas passé la tâche. Prométhée a confié le travail
à son fils Épiméthée. C'est la famille des Métées. Maintenant, Prométhée, après avoir revenu, il va voir que Épiméthée a tout donné et il n'en reste qu'à l'homme que ce que l'on appelle sa raison. Donc, dans ce cas, Prométhée va voler à Héphaïstos et à Athénian la connaissance des arts et le feu. Le feu, c'est l'équivalent de la raison. Donc, pourquoi? Dans ce cas, l'homme va user de ce que l'on appelle sa raison pour s'exercer dans la nature, pour mener ce que l'on appelle du travail, également pour se nourrir. Donc dans ce cas, vous allez voir que l'homme est usé nécessaire à travailler. De tous les animaux, seul l'homme qui est appelé à travailler. Donc le travail est une nécessité sur l'homme. Également, la question que je vais poser dernièrement est que pourquoi l'activité idéale de l'animal ne peut pas être considérée comme étant du travail? Dans ce cas, l'activité animale ne peut pas être considérée comme étant du travail pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que les animaux, ils obéissent à une programmation prédéfinie par la nature. Également, pour qu'on parle de travail, il faut qu'il y ait ce que l'on appelle conceptualisation, exécution. En d'autres termes, le menuisier qui a fabriqué cette table, il a l'idée de la table dans sa tête avant de la reproduire dans la réalité. Donc dans ce cas, puisque les animaux ne sont pas capables de conceptualisation, exécution, donc les animaux sont disqualifiés de ce que l'on appelle le travail. Donc dans ce cas, il serait une grande erreur de dire que le travail animal, le travail est un élément culturel, le travail est également un élément que l'on réserve exclusivement à l'homme. On ne parle pas de travail animal, mais on parle de travail humain. Donc je vous remercie et je passe la parole à mes collègues pour qu'ils disent autre chose. Merci. Merci beaucoup. Et liberté. Déterminisme, c'est une nécessité, mais une nécessité conditionnée par opposition au fatalisme qui est une nécessité inconditionnée. Autrement dit, il y a déterminisme lorsque il y a une condition qui aboutit à un effet. Par exemple, la fumée est déterminée par le feu. Si je ne veux pas de fumée, je fais tout pour qu'il n'y ait pas de feu. Par conséquent, nous notons quoi? Nous notons que c'est un déterminisme qui se veut un déterminisme donc qui est conditionné. Par contre, le fatalisme n'est pas conditionné. Maintenant, ma question, j'y reviens. Comment faire pour réconcilier déterminisme et liberté? Autrement dit, comment l'homme peut-il être libre tout en étant déterminé? Il y a deux écoles philosophiques qui répondent à cette question. Il s'agit du stoïcisme et du spinozisme. C'est-à-dire que des stoïciens, mais également de Baruch Spinoza. Pour les stoïciens, comme je l'ai dit ce matin, il y a dans le monde deux catégories de faits. Lesquels? Les faits qui m'appartiennent et les faits qui ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire que les faits qui dépendent de moi et les faits qui ne dépendent pas de moi. Par conséquent, pour les stoïciens, être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais être libre, c'est renoncer à ses désirs, à ses choix, à ses jugements pour se conformer à l'ordre du monde, lequel est établi par la divine providence. Par conséquent, nous disons quoi? Nous disons qu'être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais être libre, c'est se soumettre à la logique de la nécessité. Baruch Spinoza également va dire la même chose. Baruch Spinoza va dire, on ne dira pas à une pierre qu'elle n'est pas libre parce qu'elle ne sait pas marcher. D'autant, on ne dira pas à l'homme qu'il n'est pas libre parce qu'il ne sait pas voler. Parce que voler n'est pas inscrit dans la nature de l'homme. Marcher également n'est pas inscrit dans la nature de la pierre. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté est dans l'acceptation de la nécessité. Donc, pour Baruch Spinoza, être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais être libre, c'est obéir à sa propre nature. Raison pour laquelle, au mot liberté, Baruch Spinoza préfère le mot libération. Spinoza dit que l'homme, il n'est pas libre, mais il se libère. Il se libère par quoi? Par la connaissance. Baruch Spinoza dit que plus on connaît, plus on est libre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que être libre, c'est connaître les lois, mais également les accepter. Au-delà de cette conception de la liberté, il y a une autre qui l'expose sous la logique de la rationalité. On l'appelle la liberté plus ou moins cartésienne. Donc Descartes va commencer à distinguer deux types de liberté, lesquelles il y a la liberté au plus bas degré et la vraie liberté. Qu'est-ce que la liberté au plus bas degré? C'est le libre arbitre. Qu'est-ce que la vraie liberté? C'est la liberté rationnelle. Descartes dit qu'être libre, ce n'est pas agir sans contrainte, mais être libre, c'est agir sous la contrainte de la raison. Pour Descartes, l'acte libre, ce n'est pas un acte gratuit. L'acte libre, ce n'est pas un acte désintéressé, mais l'acte libre, c'est l'acte le plus réfléchi, c'est le contraire donc de l'acte gratuit. Par conséquent, pour l'illustrer, Descartes va donner l'exemple de l'âne de Buridan pour montrer que tout être qui est dépourvu donc de raison n'est pas capable donc d'être libre. Descartes dit qu'il y a l'âne de Buridan qui était là, d'un côté il y a le foin,
à manger, de l'autre côté il y a à boire, il y a l'eau. L'âne ne savait pas s'il fallait manger après boire ou bien s'il fallait boire après manger. L'âne est resté au milieu jusqu'à mourir de faim et de soif. Pour dire quoi? Pour dire que quand on n'est pas conditionné par sa raison, ça veut dire que la liberté est une liberté rationnelle qui est conditionnée par ce que l'on appelle la raison. La dernière conception de la liberté avec laquelle je vais terminer, je vais la mettre en rapport avec l'État. C'est la liberté comme soumission à l'autorité de la loi. Qu'est-ce que l'État? L'État d'abord, c'est une émanation de la société. S'il n'y a pas de société, il n'y a pas d'État. L'État, c'est la société formellement organisée au moyen de dispositions statutaires, mais également réglementaires, consignées dans un vaste document appelé la Constitution. Et la question qu'on se pose est la suivante. L'État est-il l'ennemi ou l'ami du citoyen? En d'autres termes, l'État nous permet-il ou nous empêche-t-il d'être libres? Pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'il y a différentes théories philosophiques sur l'État. Autrement dit, il y a plusieurs formes d'État. Il y a des États qui permettent la liberté et des États qui empêchent la liberté. Parmi les États qui permettent la liberté, il y a ce que l'on appelle le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est quoi? Dans totalitarisme, nous avons totalité. C'est une forme d'État, une forme d'organisation politique dans laquelle l'ensemble des pouvoirs est entre les mains d'une seule personne. On parle de monarchie ou d'une assemblée de personnes, on parle d'oligarchie. Cette personne ou cette assemblée de personnes exerce le pouvoir de façon discrétionnaire. C'est-à-dire que sans consulter ni le peuple, ni les représentants du peuple. Pourquoi? Parce que le roi, il n'a de compte à rendre à personne. Parce que pour lui, le pouvoir ne lui vient pas des mains des hommes. Le pouvoir lui vient de Dieu, soit directement, soit indirectement. Dans la monarchie du droit divin au Moyen-Âge, c'est le pape lui-même qui déposait la couronne sur la tête des rois et les rois n'ont de compte à rendre à personne. Également, en Égypte pharaonique, c'est le Dieu, c'est le fils du Dieu Ra qui désignait ce que l'on appelle les pharaons. Et ces pharaons maintenant exercent le pouvoir sans consulter le peuple ni les représentants du peuple. D'ailleurs, le peuple ne forme pas un groupe de citoyens, mais les peuples sont des sujets. Quelle différence y a-t-il entre un sujet et un citoyen? Un sujet, c'est un individu qui a des devoirs, mais qui n'a pas de droits. Or, un citoyen, il a certes des devoirs, mais à côté des devoirs, il a des droits. Donc, les sujets sont taillables et corvéables à merci. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le roi peut décider, par exemple, de mettre fin à la vie de tel ou de tel individu parce que c'est le roi qui possède ce que l'on appelle la légitimité de ce que l'on appelle la violence. Également, en philosophie, Thomas Hobbes est considéré comme le théoricien de l'État totalitaire. Thomas Hobbes dit que le corps politique est fort où il n'est pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour Thomas Hobbes, c'est la force qui arrête la force. Et puisque l'homme est naturellement méchant dans la conception obésienne, donc il faut mettre ce que l'on appelle un État fort, et lequel État fort est chargé de piétiner, mais également d'écraser les libertés individuelles, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand l'État est trop fort, il nous écrase. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que nous voyons que le totalitarisme apparaît comme un écrasement des libertés individuelles. C'est pourquoi les anarchistes n'ont pas manqué à formuler des critiques à l'endroit de l'État. Qu'est-ce que l'anarchisme? L'anarchisme est une conception qui prône ce que l'on appelle une suppression de l'État. Pour les anarchistes, mais également de métamorphose du réel. Autrement dit, l'artiste pose toujours la nature dans le but de l'embellir, dans le but donc de la modifier. C'est pourquoi Boileau dira qu'il n'y a pas de serpent si odieux, de monstre si vilain, qui peint par l'artiste le plus plaît aux yeux. Ce que l'on contemple à travers l'œuvre d'art et qui plaît, ce n'est pas la beauté naturelle, mais c'est parce que l'artiste a fait infiltrer un éclat, une clarté qu'elle ne renfermait pas. Quand il dira que l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Donc la nature, elle nous inspire, mais également l'imagination est source de création. De l'union, c'est que de l'accouplement entre l'imagination et la réalité va naître un bébé miracle, et ce bébé miracle, on l'appelle l'œuvre d'art. D'accord.
Répondez aux autres questions. Merci beaucoup, Omar. Donc, cette personne pose la question, avec l'émergence des neurosciences, l'activité philosophique sera telle qu'un jour et demi. Ça, c'est la satisfaction du domaine scientifique. Cette personne qui a posé cette question, lui, il ou elle, il s'est satisfait par la science. Pourquoi? Parce que vous savez que la science a permis plus d'un mystère. La science a allégé les souffrances humaines. La science également a réduit les distances. Mais chaque année, en réalité, combien de personnes meurent à cause des moyens de transport? La bombe atomique que l'on avait larguée aux villes de Hiroshima et de Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est issu de la science. La destruction également de la couche d'ozone, la science. C'est ce que Paul Valéry appelle, ce que l'on appelle les revers de la médaille. Bien sûr, la science a satisfait l'humanité. La science a réglé beaucoup de problèmes de l'humanité, mais la science, parfois, elle se montre dionysiaque. Dans Dionysiaque, il y a Dionysos qui signifie Dieu divin. Pourquoi? Parce que la science, parfois, elle se montre ivre. Et quand elle est ivre, elle se présente comme, elle va se présenter comme dangereuse. Mais puisque, en réalité, la science a réglé beaucoup de problèmes de façon concrète. Parce que les philosophes, en réalité, ils ne sont pas capables de construire des bâtiments. Les philosophes, ils ne sont pas capables de créer des machines. Mais les philosophes, même s'ils n'ont pas capables de créer des machines, ils sont capables de moraliser l'esprit de ceux qui créent les machines. Vous voyez, parce que, en réalité, avec l'affection de l'être adamique, donc l'humanité va finir par discréditer la philosophie au profit de la science. C'est comme, par exemple, moi, j'épouse une femme, et pendant 26 siècles de mariage, la femme n'a pas pu accoucher de bébé. Et ma mère, avec cette tentative, ma mère va me chercher une seconde femme. Laquelle seconde femme qui a été cherchée, pendant 2 jours de mariage, la femme a accouché un lot de bébé. Qu'est-ce qui va se passer? On va mépriser la première femme au profit de la première femme qui est, de la seconde femme au plutôt autant pour moi, qui est valorisée. Donc dans ce cas, c'est la même chose. La science a satisfait l'humanité à telle enseigne que l'humanité veut coûte que coûte discréditer la philosophie au profit de la science. Mais il faut comprendre que la science, même si elle est utile, parfois elle se présente comme dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il y a l'exemple du bombe atomique que je vous ai dit tout à l'heure. Également, la science, chaque année combien de personnes meurent à cause des moyens de transport, et pour ce faire, pour diminuer tout ça, ce que Paul Valéry appelle lors de la seconde, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les revers de la médaille, pour apaiser ça. Donc on va essayer de placer ce que l'on appelle un matelas pour que la chute ne soit pas brutale. Donc on va apaiser la chute avec un matelas pour apaiser ce que l'on appelle la chute. Et pour ce faire, c'est la philosophie qui va prendre ça et pouvoir venir auprès de la science pour une moralisation. Pour cette question, l'auteur nous demande: la folie ne fait pas de droit. Pour une explication bien plus claire, ndax dof dina def yoon. Ne fait pas droit, parce que dans la conception rousseauiste, la liberté ou bien la loi est une émanation de la raison, dans la conception de Rousseau. Donc Rousseau dit clairement que la loi est une émanation de la raison. Et puisque la loi est une émanation de la raison, donc dans ce cas, il devient évident que la folie ne fait pas droit. Pourquoi la folie ne fait pas droit? Parce qu'il y a deux choses. D'abord, dans un premier temps, les lois émanent de la raison, mais également les lois sont intériorisées par l'entremise de la raison. Et puisque la raison est exclue dans le domaine de la folie, par conséquent, le droit également exclu dans le domaine de la folie, il ajoute à moins qu'il ait un peuple de fous. C'est Rousseau qui ajoute, il dit qu'à moins qu'il ait un peuple de fous, et puisqu'un peuple de fous est inconcevable, donc dans ce cas, la folie ne fait pas droit. Donc quand Rousseau dit que la folie ne fait pas droit, c'est pour montrer que le droit est une émanation de la raison. Le droit également est intériorisé par la raison. Là où la raison exclut, il n'y a pas de droit, à moins qu'il ait un peuple de fous. Or, un peuple de fous est inconcevable. Que toutefois, l'homme pourrait-il s'en passer de la philosophie? Ici, on ne peut pas dire que l'homme peut s'en passer de la philosophie parce que l'homme est né avec la philosophie. La philosophie, elle est dotée avec l'homme. Elle est bien née avec l'homme, grandit avec l'homme et meurt avec l'homme. Donc, l'homme ne peut pas se passer de la philosophie. L'homme ne peut pas s'en débarrasser de la philosophie. Alors, l'homme peut philosopher en le savant, mais aussi
il peut philosopher sans le savoir. Ce sont les deux cas qui se présentent chez l'homme. Certes, il est conscient de ce qu'il fait, certes, il est inconscient de ce qu'il fait. Vous voyez? Donc, pour cette question, pour être très bref, il n'est pas du tout question de surpasser de la philosophie. L'homme ne peut pas s'en débarrasser de la philosophie. Du côté du philosophe, même du côté de l'homme du sens commun, on ne peut pas s'en passer de la philosophie. Je dois répondre deux questions ici. Deux questions. Merci beaucoup. Cette personne également demande, est-il raisonnable de croire en Dieu? Est-il raisonnable de croire en Dieu? Oui, c'est raisonnable de croire en Dieu. Cette question, ça entre dans le cadre des relations entre philosophie et religion. Pourquoi? Parce que Descartes, lui, il a prouvé l'existence de Dieu par le biais de la raison. Et après, Descartes, quand on demande à Descartes, comment tu as fait pour prouver l'existence de Dieu? Descartes va dire que si je veux savoir réellement est-ce que Dieu existe ou pas, je ne vais pas aller ni dans le Coran ni dans la Bible, mais je vais utiliser uniquement les lumières naturelles ou bien ce que l'on appelle la raison. Donc à travers la raison, donc Descartes a prouvé l'existence de Dieu. Par contre, les philosophes athées, et quand je parle des philosophes athées, il y a Nietzsche, il y a Feuerbach, il y a Karl Marx, eux, ils vont nier l'existence de Dieu. Et dans ce cas, Dieu ne va pas exister. Chez les philosophes athées, retenez ça. Donc, c'est deux thèses. D'une part, il est raisonnable de croire Dieu, et bien Dieu existe bel et bien, mais chez les philosophes athées, Dieu, ça n'existe pas. Également, pour revenir un peu sur les relations entre philosophie et religion, parce que quand on parle de philosophie, ça entre dans le cadre de la raison. Quand on parle également de religion, donc ça entre dans le cadre de la foi. Je ne parle pas de reste. Je parle pas de reste, je parle de Gamgamda. Cela veut dire que Dieu n'est pas un objet de compréhension. Vous tous vous le savez, Dieu n'est pas un objet de compréhension, mais plutôt Dieu est un objet de croire. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. D'accord. Donc dans ce cas, il faut que la religion a bel et bien besoin de la philosophie, particulièrement à la raison philosophique, pour éclairer ce que l'on appelle les dogmes de la religion. Pourquoi? Parce que on ne peut pas pratiquer la religion sans être rationnel. Souleymane Bachir Diagne l'a dit de façon claire dans son ouvrage intitulé Comment philosopher en islam. Bachir nous a dit que même pour la religion a besoin d'être expliquée, la religion a besoin d'être clarifiée, la religion a besoin d'être interprétée. Et pour ce faire, on fait appel à la raison, particulièrement à la raison philosophique, pour clarifier ce que Dieu veut nous dire réellement dans le Coran. Leibniz va déduire disant que vouloir se débarrasser de la raison pour comprendre la religion, c'est comme si vous crevez un œil pour mieux voir. Et je pense bien, mieux vaut voir avec deux œils que de voir avec un seul œil. Merci. Ici également, cette personne pose la question, est-ce qu'un philosophe peut être riche? Est-ce qu'un philosophe peut être riche? Oui, on peut être riche ici. On peut être riche ici. On peut être riche ici. Mais ici, on n'est pas riche. Ouais. Est-ce qu'un philosophe peut être riche? Donc dans ce cas, ce que vous devez retenir est que le philosophe peut être riche ici, mais le philosophe ne peut pas être riche ici. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le domaine financier, donc le philosophe financièrement peut être riche, bien sûr, du point de vue matériel. Mais du point de vue de la connaissance, le philosophe, il est pauvre en matière de connaissance. C'est tout ce que je sais de Socrate qui est un je ne sais pas qui c'est, parce que c'est le je ne sais pas qui c'est au moins ce qu'on ne sait pas. Et quand on sait qu'on ne sait pas, on cesse dans une recherche de conquête d'essence et d'essence de la philosophie. Merci. Merci beaucoup. Je crois que le débat est... Il y a quoi? Ça quoi? Non, après on va voir. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc merci beaucoup à vous tous. Ça a été un réel plaisir pour moi et pour nous tous d'être là et de vous accompagner en cette journée de synthèse initiée par l'amicale donc des élèves étudiants de Refan. Donc, chers amis également de l'amicale, moi personnellement je vous remercie pour l'invitation. Également, je vous encourage à continuer à accompagner vos frères et vos sœurs, parce qu'en réalité c'est la ville de Refan qui va sortir victorieuse de ce combat que vous êtes en train de mener contre l'ignorance. Parce que c'est un combat contre l'ignorance.
Donc travaillons-nous tous à faire reculer les frontières de l'ignorance. Il y a des thématiques que je n'ai pas abordées, notamment les méthodes. J'ai déjà parlé avec M. Aliou. On a déjà trouvé une solution. Donc je vais essayer de faire ça sous format audio. J'espère que je l'ai même déjà dans mon téléphone. Et que lui envoyer ça, comme ça il va partager ça avec vous. Peut-être je peux faire de même également pour épistémologie, mais également pour art de façon générale. Comme ça vous pouvez les écouter en attendant le 29. Et au soir du 29, au matin du 29, autant pour moi, que la compréhension vous sourit. Yalla na yalla may bak. Yalla na yalla may bak. Yalla na ngeen am bak yeen ñep ta mu doon seen jiglay. Ah, yalla may leen jàmm. Ngeen di am jàmm, may am jàmm, ñuy am jàmm ba beneen yoon ak jàmm. C'est centre de manifestation, mais il a réussi avec succès. Vraiment, nous lui remercions au fond du cœur. Nous remercions aussi nos frères et nous le souhaitons d'avoir le bac. Et particulièrement dans notre département. Et nous voulons que vous deveniez des philosophes. Vraiment, on vous le souhaite. La chance que vous avez, nous ne l'avons pas lorsqu'on était là. On n'avait pas la chance d'avoir des sciences si importantes. Vraiment, on s'est débrouillé pour être des philosophes à l'aide de Dieu. Mais vous avez face à vous des professeurs, des étudiants vraiment qui ont maîtrisé le domaine et ils l'ont bien expliqué. J'espère que vos cahiers ne sont pas bien remplis, mais vos mémoires sont bien remplies. Et je pense que le jour de l'examen, vous montrez vos compétences. Et nous vous souhaitons la réussite totale à vos examens. Et vraiment, on est content de vous et on est derrière vous. Monsieur Sow va continuer et il faut consulter les étudiants qui sont au département de philosophie. Ils sont là, ils sont très nombreux ici et nous souhaitons que l'année prochaine, on aura au moins 20 ou 30 philosophes. Et vous l'avez fait pour Refane, donc nous vous remercions. Je remercie encore une fois M. Omar Sow et ses compagnons. Il est un gars modeste. Lorsque je les ai appelés, il a répondu sans gêne de pouvoir venir à Refane. Et l'an passé, il l'avait fait avec vos grands frères sur un groupe WhatsApp de 8h à 19h avec son propre connexion. On ne l'a rien donné. Donc il mérite des applaudissements. Merci beaucoup, M. Omar Sow. À ma qualité de président de la commission pédagogique, je remercie les infatigables, les pédagogues de l'AIR, que je nomme les soldats de cette structure, qui sont les membres de la commission pédagogique. À 6e A, il est du CEM de Ndarep avec une moyenne de 16,99. Il est le meilleur élève de la commune de Refane pour les 6e. Il y a Abdoulaye Yad, il est du CEM de Refane, 5e C, avec une moyenne de 18,23. Il y a Seynabou Fall de la 4e B du CEM de Ndarep avec une moyenne de 16,62. Fatoulo, CEM Refane, 3e C, avec une moyenne de 14,78. Il y a Diara Faye de la seconde S avec une moyenne de 16,11. Diary Ndour, première S2, avec une moyenne de 14,37. Il y a Nogoy Thiaw de la TL2 avec une moyenne de 13,71. Aliou Ndour de la TS2 avec une moyenne de 12. Moussa Diang de la première L2 avec une moyenne de 13,09. Serigne Fallou Faye, 4e du CEM de Réumao avec une moyenne de 14,98. Mam Cheikh Ngom avec une moyenne de 18 à Lazare Refane. Donc voici les meilleurs élèves de la commune de Refane qu'on doit primer demain, Inch'Allah Rabbi.